Ouverture aujourd'hui à Abidjan du 4e Forum des marchés. La rencontre rassemble les leaders du monde des affaires pour traiter des questions économiques et financières auxquelles sont confrontés les pays émergents. Les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne sont en conclave à Abidjan. La rencontre planche sur la lutte effective contre le terrorisme dans la région. À l'étranger, au Brésil, la fronde sociale prend de l'ampleur. Les autorités brésiliennes se sont réunies aujourd'hui pour trouver des solutions aux manifestations qui ébranlent le pays à un an de la Coupe du Monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le 4e Forum régional des marchés émergents qui a débuté cet après-midi à l'Hôtel Ivoire en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre s'étend sur 2 jours. Plusieurs thèmes seront abordés, dont notamment le thème de l'avenir de l'Afrique à l'horizon 2050. Il sera également question des défis économiques, financiers et sociaux auxquels font face les pays émergents. Viviane Haïm. Ce 4e forum des marchés émergents qui a ouvert ses travaux ce vendredi après-midi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire en présence du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, compte plusieurs hautes personnalités africaines et européennes. L'ancien directeur général du FMI, Michel Kamdesu, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, l'ancien président de la République unie de Tanzanie, Benjamin Mkapa, l'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, Tertius Zongo. Aux côtés de ces décideurs politiques, des universitaires, des leaders d'opinion, des hommes d'affaires, laboratoires d'idées, les participants vont confronter et partager leurs expériences pendant 2 jours sur le thème de l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2050. La première session consacrée aux conditions indispensables pour réaliser l'émergence du continent. Le panel a évoqué la nécessité de créer des emplois productifs, la nécessité pour l'Afrique de mettre fin à la spoliation de ses ressources naturelles, la nécessité d'un changement de mentalité de ses dirigeants et cadres. À plusieurs reprises, les participants ont cité en exemple le travail entrepris par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. C'est dire que la contribution du président de la République était très attendue à ce panel d'échange. Le chef de l'État ivoirien a fait part à l'assistance de son ambition dans le cadre de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, de faire passer l'économie ivoirienne de son stade actuel d'économie basée sur l'agriculture au stade d'économie industrialisée. Il nous faut maintenant accélérer la transformation économique de notre pays en passant de l'exportation des matières premières brutes à la contribution aux échanges internationaux de produits manufacturés et aussi à l'innovation technologique. C'est ainsi que nous créerons de la valeur ajoutée et de nombreux emplois mieux rémunérés, notamment pour les jeunes. Et tout à l'heure, avec le président Köhler, nous avons parlé de l'épineux problème du chômage des jeunes. Nous en sommes conscients et c'est un défi majeur pour l'Afrique, mais également pour tous les pays du monde. Notre croissance doit être inclusive, solidaire et profiter au plus grand nombre, notamment, bien évidemment, à notre jeunesse. Pour parvenir à l'émergence que nous ambitionnons, une place importante devra être accordée à l'éducation, à la santé, à la recherche scientifique et technologique, afin de mieux doter cette jeunesse de capacités à affronter les défis nouveaux auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs, chers participants, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place qui est la sienne dans la sous-région et en Afrique. Les fondamentaux de l'économie de notre pays se remettent en place. La paix est retrouvée et nous avançons vers l'émergence. À la suite de celle du président de la République Alassane Ouattara, plusieurs autres contributions ont été faites pour parler des stratégies pour réaliser l'émergence du continent africain à l'horizon 2050.
Et plusieurs personnalités connues du monde des finances ont pris part à ce 4e forum régional des marchés émergents à Abidjan. Et parmi ces personnalités, l'ancien directeur du FMI, Fonds monétaire international, Michel Candesus, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État s'est également entretenu avec l'ancien président de l'Allemagne, Horst Köhler, et Raila Odinga, ancien premier ministre kényan. Et c'est avec Awa Touré. La 4e édition du Forum des marchés émergents se tient depuis ce vendredi 21 juin à Abidjan. Avant l'ouverture des travaux de cette rencontre de haut niveau consacrée à la vision de l'Afrique à l'horizon 2050, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec des participants. L'ancien premier ministre kényan Raila Odinga, les anciens directeurs généraux du Fonds monétaire international, Michel Candesu et Horst Köhler. Ces trois personnalités ont dit leur joie d'être en Côte d'Ivoire pour prendre part au Forum des marchés émergents afin de mobiliser toutes les énergies pour dégager les voies et moyens pour induire la croissance et créer des emplois. Nous allons discuter un document qui a été préparé sur l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2050. Et à travers ces discussions, nous allons aborder des questions importantes comme la croissance et l'emploi. Nous allons discuter avec toutes les personnalités ici présentes, en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, sur les perspectives pour éliminer la pauvreté, sur les perspectives pour créer de l'emploi, pour la croissance économique. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que en arrivant hier à Abidjan, et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement une vision du futur, mais il y a ce que nos yeux voient aujourd'hui. Et ce que nos yeux voient aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire qui se retrouve là où le président Houphouët-Boigny avait voulu la mettre. Un pays modèle en termes de fraternité, un pays modèle en termes de croissance économique, le pays phare de l'Afrique de l'Ouest en termes de croissance économique. C'était la vision, il y a quelques décennies, du président de ce pays. Ce que nous voyons avec infiniment de joie, c'est que cette vision est aujourd'hui reprise et en train de se réaliser. Nous voyons un pays qui travaille à sa réconciliation, un pays qui travaille à sa reconstruction, un pays qui a toutes les chances de réaliser cette vision 2050. I want to really thank President Ouattara for hosting this meeting here. Je voudrais vraiment en particulier remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour l'organisation de cette réunion ici en Côte d'Ivoire. J'en suis extrêmement heureux. La dernière fois que j'étais ici, il y avait une situation très difficile avec beaucoup d'éléments militaires. Et aujourd'hui, je suis là, tout est simple, ouvert et clair. Vous savez, l'Afrique est un continent important, avec des ressources immenses, mais malheureusement c'est encore un continent qui a beaucoup de retard sur le plan économique et social. Donc nos réflexions vont porter sur comment mobiliser et catalyser toutes ces énergies pour pouvoir créer de la croissance, créer de l'emploi, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue de cette rencontre, a offert un déjeuner à tous les participants au Forum des marchés émergents. Des réactions à présent, les opérateurs économiques et experts nationaux attendent beaucoup de ce forum. Ils l'ont fait savoir dans des propos recueillis par Léon Brou. Nous sommes venus pour comprendre l'émergence en 2050 dans une Côte d'Ivoire où en 2011 nous avons importé 935 000 tonnes de riz quand nous avons une capacité de production qui dépasse les 9 millions de tonnes par an. Apprendre pour réorganiser la filière de sorte à parvenir à l'autosuffisance en riz dans une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, voilà qui justifie la présence des riziculteurs au 4e Forum des marchés émergents. Producteurs de cajou et commerçants attendent également assez de cette rencontre. Transformer le cajou de Côte d'Ivoire, ce qui permettra
d'ajouter non seulement de la valeur aux produits, ce qui permettra de donner un prix rémunérateur aux producteurs. Ça nous permettra d'avoir des marchés multilatéraux, c'est-à-dire plusieurs pays. Pour les experts nationaux de la planification de l'économie, ce forum pour débattre des questions posées aux économies émergentes cadre avec la vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. On a un premier plan, PND 2012-2015. On prépare déjà le prochain PND de 5 ans. Et vraiment, un tel forum ici en Côte d'Ivoire permettra aux nationaux que nous sommes de savoir que la Côte d'Ivoire est dans la bonne ligne et dans la bonne orientation. Les enjeux de ce forum pour la Côte d'Ivoire sont donc grands et le couple présidentiel y attache toute l'importance, déterminé qu'il est à booster le retour de notre pays sur l'échiquier international. D'ailleurs, le président de la République, Alassane Ouattara, va proposer sa stratégie pour la mise en œuvre de la vision Afrique 2050, un thème inscrit aux travaux de la 4e édition du Forum des marchés émergents. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pour sa part quitté la capitale économique Abidjan cet après-midi pour Paris. Et dans la capitale française, le chef du gouvernement ivoirien va représenter le président de la République au Diaspora Forum for Growth, un forum organisé par la diaspora ivoirienne. Au menu des échanges entre le Premier ministre et les Ivoiriens vivant en France. La rencontre qui débute demain samedi 22 juin va porter notamment sur la contribution de la diaspora dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et parlons de libre-échange à présent. Les accords de partenariat économique étaient au cœur de la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Démarrée hier, la rencontre vient de prendre fin. Et selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, il y a nécessité de parvenir à la signature d'un accord avec l'Union européenne en vue de garantir un commerce gagnant-gagnant entre la région ouest-africaine et la communauté européenne. Adama Kone nous en parle. 10 ans après, la CEDEAO veut passer à une vitesse supérieure dans le dossier de l'APE, accord de partenariat économique avec l'Union européenne. À la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui a pris fin ce vendredi à Abidjan, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ivoirien, Charles Kofi Dibi, a plaidé pour un consensus régional qui ouvrira les portes pour la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le 10 ans, il fixe une échéance, la fin de cette année, pour accélérer les négociations. La signature d'un accord avec la communauté européenne mettra fin à la juxtaposition des différents régimes commerciaux. Pour le ministre ivoirien, représenté à la clôture par son homologue de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et je cite, « Toute situation contraire aura un impact négatif sur nos efforts d'intégration. » Fin de citation. La 70e session a également abordé les questions de sécurité alimentaire et d'infrastructures régionales. La réunion a par ailleurs salué la signature de l'accord entre l'exécutif malien et les associations de Touaregs. Un mot de défense. Les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne sont en conclave à Abidjan. Au centre des préoccupations, la question du terrorisme en Afrique. Les participants à la rencontre réfléchissent sur les voies et moyens pour combattre efficacement le terrorisme dans la région. Herman Niamien. Le terrorisme inquiète les États de la région sahélo-saharienne. Solution envisagée, se doter de stratégies pour freiner ce fléau. En conclave à Abidjan, les chefs des services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne entendent examiner la situation sécuritaire actuelle au Mali et dans la région et faire une mise à jour sur la mission d'évaluation conduite par l'Union africaine au Niger à la suite des attentats terroristes du 23 mai 2013. Finalité des actions, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays de la région à travers l'échange de renseignements. La rencontre d'aujourd'hui est de définir les modalités de renforcement de la coopération entre les différents services de renseignement de la région et voir dans quelle mesure les États de la région pourront mutualiser leurs moyens pour y faire face. Le ministre ivoirien en charge de la défense souligne que la crise malienne a entraîné un accroissement du risque d'insécurité dans la région.
Il ajoute aussi que même si des actions communes MISMA, Opération Serval, et MINUSMA, soutenues par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a permis une certaine détente, le risque d'insécurité demeure. La menace terroriste demeure. Et pour preuve, les opérations kamikazes au Mali, dans les pays voisins comme l'Algérie, le Niger, le Nigeria et tout récemment la Somalie, montrent que nul n'est à l'abri de ce péril. Il faut par conséquent demeurer vigilant. La deuxième réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité des pays sahélo-sahariens qui se tient à Abidjan est le prolongement de la première rencontre des chefs de services de renseignement qui s'est tenue à Bamako au Mali le 18 avril dernier. En économie, la deuxième réunion du comité technique de concertation entre l'État et le secteur privé a eu lieu ce vendredi. La ministre en charge de l'économie, Kaba Niale, marque la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de faire du secteur privé le moteur de la croissance de notre économie. Et pour cette deuxième réunion, tout le secteur privé a répondu présent. Au menu des discussions, le point sur le transit routier inter-État, la redevance de sûreté portuaire et l'arrêté du ministère en charge de l'économie portant réaménagement de la procédure d'exportation par voie maritime. Ouvrant les travaux de cette deuxième réunion, la ministre Niale Kaba a invité l'État et le secteur privé à une meilleure collaboration en vue d'assurer la croissance de l'économie ivoirienne. Et puis une délégation libyenne est en Côte d'Ivoire. La mission conduite par le ministre libyen des Télécommunications a été reçue par la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. Au cours des échanges, il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Libye. Et chacune des parties entend bénéficier de l'expertise de l'autre afin de réussir les différents processus de relance et de reconstruction engagés dans les deux pays. Et puis cette information en bref, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, CNP, vient de lever la mise en demeure de 7 entreprises de presse. Ces organes ont régularisé leur situation vis-à-vis de la loi de 2004. Il s'agit de la Société Nouvelle d'édition de Côte d'Ivoire, éditeur de l'hebdomadaire L'Éléphant déchaîné, les éditions APO, éditeur du quotidien Le Sport et de l'hebdomadaire Dialogue, Aïma Group, éditeur de Le Quotidien d'Abidjan, Mayama Édition et Production, éditeur du quotidien Le Patriote, et Régie Arc-en-Ciel, éditeur de l'hebdomadaire Le Nouveau Consommateur, Télécom Action FEF, éditeur de Alerte Actu, et Cyclone SARL, éditeur des quotidiens Le Temps, LG Info et de l'hebdomadaire Prestige Magazine. Et en ce qui concerne les entreprises suspendues, seul OpenMind a vu sa suspension levée. Il est à rappeler que dans sa mission d'assainissement de la profession, le Conseil national de la presse a, au terme d'une tournée d'évaluation des entreprises de presse, mis en demeure une vingtaine d'entre elles afin qu'elles régularisent leur situation. Une trentaine avait été suspendue pour violation de leurs obligations. Direction l'hémicycle à présent, où 6 projets de loi ont été adoptés ce matin. Et parmi ces projets, on note celui autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées. Convention adoptée le 13 décembre 2006 à New York, aux États-Unis. On en parle avec Victorine Yaoyoboui. La ratification de la Convention des droits des personnes handicapées par l'État de Côte d'Ivoire. Cela fait 7 ans que les handicapés l'attendaient. On n'en est pas encore là, mais le processus est en marche. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier cette convention a été adopté par l'Assemblée nationale sous les yeux de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Nous voulons déjà dire merci au gouvernement et surtout aux élus du peuple pour tout ce processus qui a été mené pour arriver aujourd'hui à l'adoption de cette loi. Un autre texte de loi qui était très attendu, c'est celui relatif à l'organisation du système statistique national devenu désuet. Il était urgent de moderniser cet outil de planification pour les autorités qui aspirent au développement de la Côte d'Ivoire. Les parlementaires l'ont si bien compris qu'ils recommandent au gouvernement de prendre véritablement en compte les données statistiques dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2012-2015.
parce qu'ils ont constaté que les considérations politiques prennent souvent le dessus. En plus de la modernisation du système, le texte de loi prévoit la création d'un Conseil national de la statistique, organe d'orientation de la politique nationale en la matière. Il est d'ailleurs annoncé un recensement général de la population sur la période de novembre et décembre 2013. Le dernier recensement en Côte d'Ivoire date de 1998. Les 4 autres projets de loi relatifs aux transactions électroniques, à la protection des personnes déplacées en Afrique, à la création du Fonds de solidarité africain, ainsi qu'au maintien de la paix et au règlement des conflits en Afrique, ont été également adoptés par les députés. Un mot de société avec la fin ce vendredi des festivités marquant la célébration de la journée de l'enfant africain. L'événement a eu lieu dans les locaux du centre Amigo Doumé dans la commune de Yopougon. Amigo Doumé qui est justement un centre de réinsertion des enfants en difficulté, notamment les enfants de la rue, les enfants abandonnés et les enfants sortis de prison. Nous allons à la découverte de ce centre avec Francis Boifou. Des meubles confectionnés par des enfants sortis de prison, d'anciens enfants de la rue, des enfants victimes d'exploitation et des pires formes de travail. Ces enfants ont été recueillis et formés, comme beaucoup de leurs camarades, à un métier en vue de leur insertion professionnelle dans la société. Le centre Amigo Doumé de Yopougon, que le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a visité, est l'initiateur de ces projets de formation. J'apprends beaucoup de choses, à vacciner des animaux lorsqu'ils sont malades et je sais traiter aussi des pondeuses. On peut se tromper une fois, on n'a pas le droit de se tromper une deuxième fois. On peut avoir des difficultés, mais l'espoir est toujours permis. Chacun, à son niveau, doit contribuer à la vie de la nation. Le plus important, c'est de travailler et de vivre dignement. Dernière activité du ministre Anne Ouloto à l'occasion des festivités de la journée de l'enfant africain, un point presse. L'on note l'engagement du gouvernement à travailler sur le terrain au respect des droits des enfants. L'on note également la mobilisation des partenaires au développement. La société civile a accompagné les autorités à lutter contre la maltraitance des enfants. Beaucoup a été dit, vu et entendu. Reste que chacun s'approprie le combat contre l'abandon, la maltraitance et le rejet des tout-petits au nom de certaines valeurs culturelles. Intéressons-nous aux préparatifs de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Première destination Boundiali. Et sur place, Eugène Atoubé nous dit comment les populations se préparent à recevoir le chef de l'État. Pour qui connaît Boundiali, la ville n'a guère changé d'aspect. Aucun chantier n'est visible. Ici et là, toujours les dépôts sauvages d'ordures. Les voies reliant les quartiers au centre-ville présentent le même état de dégradation. Et l'éclairage public attend encore son extension. Même les populations semblent n'accorder aucune importance particulière à la visite dans leur localité du président de la République. La majorité de la population est agricole. Donc dès qu'il y a des pluies, elles vont au champ. Mais soyez rassurés, au jour de l'arrivée du président, il y aura une population, il y aura une foule inestimable. Nos parents sont très discrets dans leurs sentiments. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il n'y a qu'une seule chose, la réussite de la visite du président de la République. Toutes les commissions mises en place travaillent en harmonie et il n'y a pas de discordance entre les commissions. Autant Boundiali se fait confiance, autant Tingrela, autre département de la région de la Bagoué, affiche qu'il est dans l'attente de grands événements. La ville, en effet, est en effervescence et la population regarde avec fierté les travaux qui s'y effectuent. Les populations voient dans ces travaux le signe d'un développement à venir et elles comptent bien l'exprimer clairement au président Alassane Ouattara, non sans quelques doléances. La population est très impressionnée par les travaux précurseurs dans le domaine de l'eau, de l'électricité et des routes qui sont en train de s'opérer sur le terrain. Et ensuite, par les déplacements que les autorités administratives ont effectués vers les populations pour les informer et de s'assurer de leur état d'esprit. Et je crois que ces deux éléments majeurs, y compris le mouvement des cadres
très important au niveau d'Abidjan, permet d'augurer d'une visite éclatante. La plus grosse satisfaction des populations du département de Tengrela reste le bitumage de l'axe qui mène à Boundiali. Mais elles se considèrent comme des populations d'une autre Côte d'Ivoire au regard de l'urgence à sortir Tengrela de la léthargie dans laquelle elle est plongée depuis 1960. Ici, sur la question, un livre blanc sera remis au président de la République lors de sa visite. Rendons-nous à présent à Kong, dans le département de Ferkessédougou. La ville est en plein chantier, cela s'explique. Elle fait sa toilette pour accueillir le président de la République en compagnie de Patricia Omoetia. Korogo-Kong, long d'environ 200 km. Sur ce axe, les travaux de réhabilitation de la route ont commencé depuis 2 mois. Pour le chef de chantier, le délai de livraison des travaux sera respecté. Actuellement, on a fini de faire le pont, le dallo. Voilà, ce qui reste à faire, c'est les remblais. Donc, on a la machine qui est là, qui va dégager toutes ces parties-là. Et on va porter la terre et plus ça pour remblayer pour que voilà, on puisse avoir accès. Le voyage continue sur la piste. La savane arborée et clairsemée par endroits nous accompagne. La nature livre ses secrets avec une végétation en parfaite harmonie avec des montagnes de roches. À l'entrée de la ville de Kong, les travaux s'étalent sur plusieurs kilomètres. Le premier adjoint au maire sortant nous rassure sur l'avancée des préparatifs. On a une inquiétude aux côtés des entrepreneurs parce que bon, les travaux s'avancent beaucoup nous-mêmes, mais avec le temps que le président doit arriver là, nous on trouve que vraiment c'est un peu court, mais pour eux, ils disent vraiment que ça va aller. Donc vraiment, nous, on est prêts à accueillir le président. La grande mosquée de Kong, vieille de plus de 300 ans, elle fut détruite par Samori Touré en 1741 et reconstruite au début du XXe siècle. La cour de la mosquée est en chantier. Plusieurs hangars sont en construction pour permettre à la population d'être à l'aise lors des rassemblements de prières et d'événements tels que l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans cette localité. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Dans le cadre de la visite du chef de l'État dans le district des Savanes, les personnalités ressortissantes du district ci-dessous sont priées d'assister à l'importante réunion de coordination qui se tiendra le lundi 24 juin à 17h précises à l'hôtel du district salle Félix Houphouët-Boigny. Ce sont les présidents et vice-présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les coordonnateurs des régions, les points focaux de département, les députés, les maires, le ministre d'État Gilbert Kone-Kafana, coordonnateur général. Dans le cadre de la poursuite du dialogue gouvernement-opposition, Alain Dos, l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, est présent dans le pays. Il est porteur d'un message du groupe Elders, groupe des sages présidé par Kofi Annan à la classe politique ivoirienne. Ces échanges avec les responsables du Rassemblement des Républicains nous sont rapportés par Mamadou Kouassi. L'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Alain Dos, de retour à Abidjan. Cette fois, le diplomate onusien est venu s'enquérir de la situation sociopolitique en rencontrant le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. Alain Dos soutient qu'il est porteur d'un message de Kofi Annan, l'actuel président des Elders. Juste après les événements d'avril 2011, il avait dit au président à ce moment-là, au président Ouattara, qu'il vient de temps en temps poursuivre la situation pour être à côté des Ivoiriens. Lorsqu'il était secrétaire général des Nations Unies, il était toujours impliqué dans la recherche des solutions politiques pour la Côte d'Ivoire. Donc, M. Annan compte être de retour. Je ne peux pas vous encore donner une date exacte, mais il m'a chargé avec mon collègue du secrétariat des Elders qui est basé à Londres de venir pour justement voir la situation de mon entretenir avec les autorités, mais aussi les partis politiques. Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, l'envoyé de Kofi Annan va échanger avec différents partis politiques afin de renforcer le climat social et politique. Je vous fais lecture d'un autre communiqué de la Commission électorale indépendante CEI suite au décret du président de la République signé le 19 juin 2013 au cours des conseils des ministres. La Commission électorale indépendante convoque les collèges électoraux des circonscriptions de Bétier, d'Oropo et d'Anyama
pour les municipales et ceux du Tchologo pour les régionales. La campagne électorale va durer 7 jours. Elle s'ouvrira le samedi 13 juillet à 0h pour s'achever le vendredi 19 juillet à minuit. À l'étranger, à présent, le gouvernement brésilien s'est réuni d'urgence aujourd'hui au lendemain de manifestations historiques et émaillées de violence. Les autorités brésiliennes vont tenter de répondre à la fronde sociale qui ébranle le pays à 1 an du mondial de football. Pas moins d'1 million de manifestants ont défilé hier dans les grandes villes du pays en dépit d'une baisse des tarifs des transports en commun, à l'origine notamment du mouvement. Reportage. L'agitation sociale prend de l'ampleur au Brésil. Plus d'1 million de personnes ont défilé jeudi soir dans les rues des principales villes du pays. Des manifestations généralement pacifiques mais parfois émaillées de violence. Comme à Brasilia où des attaques contre plusieurs ministères ont été repoussées de justesse par la police. L'annulation de la hausse des prix des transports n'a donc pas suffi à calmer l'opinion. Si les revendications ne sont pas clairement formulées, la jeunesse brésilienne dénonce pêle-mêle des services publics indigents, la corruption de la classe politique. Plus surprenant, le pays du football dénonce les dépenses somptuaires évaluées à 11 milliards d'euros dans l'organisation du mondial 2014 de football. Nous pensons que le peuple doit être entendu et nous sommes contre un stade de 1 million de dollars au fond de l'Amazonie. Ce n'est plus une question de prix des transports. Nous voulons la justice et un Brésil meilleur. Face à cette révolte, la présidente Dilma Rousseff a annulé un voyage important au Japon et convoqué une réunion de crise avec ses ministres les plus proches. Une réunion pour tenter de trouver des réponses à cette révolte inédite. Mais rien ne semble augurer d'un essoufflement de ce mouvement qui se mobilise sur les réseaux sociaux, sans leader reconnu avec qui négocier, ni de revendications très concrètes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI1. Au revoir.